Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11 heures. Nous sommes le mercredi 5 août 2015, il est 11h02. Vincent Gann pour vous retrouver ce matin, suite à la publication de statistiques européennes en demi-teinte. Moyenne pour la France, moyenne pour l'Italie, bon, solide pour l'Allemagne, avec concrètement aucun effet sur les cours, si ce n'est l'entretien des tendances observées depuis le début de la semaine. Non, réellement, cette semaine, ce qui compte, c'est le marché du travail aux États-Unis, c'est l'environnement des taux d'intérêt aux États-Unis, ce sont les perspectives de la politique monétaire de la Fed et les résultats trimestriels au sein de la zone euro. C'est finalement ce qui catalyse les marchés. Les marchés actions de la zone euro progressent sur fond d'un niveau de profitabilité des entreprises au plus haut depuis l'année 2009, 17% pour le taux de croissance des bénéfices des entreprises européennes au second trimestre, merci l'euro-dollar entre autres, mais pas seulement. La Fed, avec hier un membre, alors à la fois influent, mais surtout un membre votant du FOMC, Dennis Lockhart, membre de la Réserve fédérale d'Atlanta, qui fait partie des 12 membres du FOMC qui votent, eh bien Dennis Lockhart appelle à un relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds le 17 septembre, en déclarant, je cite, « L'économie américaine est prête pour une normalisation des taux, je suis favorable à une hausse des taux en septembre. » Voilà donc ce que M. Lockhart a déclaré hier, et voilà donc pourquoi l'euro-dollar, durant la session américaine et tout au long de la session, alors fin de session américaine, hier à 20h, et durant la session asiatique, eh bien, se dirige vers le niveau des 1,0820 $. Alors, brièvement, le calendrier économique du jour, vous l'avez compris, c'est une semaine qui est très importante pour le marché du travail aux États-Unis. Je vais aller faire un saut avec vous sur le site de la Réserve fédérale des États-Unis pour vous rappeler quelque chose d'important. Qu'est-ce que surveille la Fed? Alors là, je suis sur le site de la Réserve fédérale et j'accède aux dernières projections économiques de la Fed. Si ça vous intéresse, je vous donne le lien vers cette page. J'espère que le son et l'image fonctionnent normalement, sinon je parle dans le vide, mais ça m'a l'air tout à fait ok. Ouais, c'est parfait, impeccable. Alors, voilà tous vos commentaires, je les poste. Donc, sous les yeux, vous avez ce qui intéresse la Fed. Le reste, elle s'en fiche. Voilà. Donc concrètement, si vous comprenez ce tableau, vous avez les 3 indicateurs à suivre pour vous positionner vis-à-vis du dollar américain et établir vos stratégies sur euro-dollar, USD Yen, USD CAD, GBP USD et AUD USD. 3 agrégats. Le GDP, le PIB, d'accord, le taux de chômage. Pour l'année 2015, la Fed envisage entre 5,2 et 5,3. Le rapport NFP, les statistiques officielles du marché du travail aux États-Unis, envisage en juillet 5,3. Mais imaginez que le taux de chômage tombe à 5,2. Le dollar va exploser à la hausse. Parce que, avant même la fin de l'année, la Fed aura atteint son objectif. Et elle envisage en 2007 le plein emploi, 4,9% de la population active. L'évolution des prix, mais pas n'importe quel indicateur, pas l'inflation à la consommation, mais l'inflation mesurée par les dépenses de consommation des consommateurs, le PCE, qui est établi par le département du commerce, qui rassemble en fait toutes les informations de détail, le comportement des retail consommateurs, si vous voulez, vous et nous, quoi. Hein, mais sauf qu'on n'est pas américain. Voilà en tout cas les 3 grands agrégats que surveille la Fed pour ajuster sa politique monétaire. Alors, moi je me dirige maintenant sur le calendrier économique du mercredi 5 août, en ayant bien en tête hier les déclarations de Dennis Lockhart, donc le gouverneur de la Réserve fédérale d'Atlanta, une des 12 réserves fédérales régionales qui sont rassemblées au sein de la Réserve fédérale, qui est en fait la Banque centrale des États-Unis, c'est une fédération de banques centrales. Et tout comme la Banque centrale européenne, FEDER, la Banque de France, la Bundesbank, etc. C'est globalement le même principe au final. Alors aujourd'hui, je vous propose un point de marché à 14h30 parce que je souhaite avec vous étudier en détail les résultats de l'enquête ADP de l'emploi. L'enquête ADP de l'emploi, c'est quoi? Par exemple, la société FXM, pour laquelle je travaille. La société FXM, c'est une entreprise américaine. La plupart des entreprises américaines, donc états-uniennes, travaillent avec l'ADP, qui gère les contrats de travail. Les contrats de travail chez FXM sont gérés par l'ADP. Et donc l'ADP est en mesure de proposer des statistiques sur ce que font les entreprises. Est-ce qu'elles détruisent des emplois, donc en supprimant des contrats de travail?
Est-ce qu'elle crée des emplois en accordant des nouveaux contrats de travail? C'est ce que chaque mois l'enquête ADP donne comme statistique. Et généralement, cette enquête ADP permet de se projeter sur le rapport NFP, sauf que l'enquête ADP, c'est à peine 17% de la population active aux États-Unis. Donc, c'est un sondage d'une certaine façon. Le marché envisage, en juillet, 210 000 créations d'emplois nettes. C'est-à-dire que lorsque, en juillet, l'ADP fait le solde des emplois qui ont été détruits, des contrats de travail qui sont arrivés à terme, et des contrats de travail qui ont été créés par les entreprises, l'ADP envisage un solde net positif de 210 000 unités. Voilà concrètement comment lire l'enquête ADP. Et cette enquête ADP, elle aura un impact majeur sur le dollar américain. Le dollar américain est dans un range depuis le 20 juillet. Alors ça c'est pratique en analyse graphique, le range. Pourquoi? Parce que cela permet d'établir des bornes de prix bien identifiables. Vous avez sous les yeux l'analyse technique du Dow Jones FXCM Dollar Index, qui évolue donc entre 11 977 points et 12 063 points. Moi, ce qui m'a marqué sur l'US Dollar Index, au-delà de la phase haussière entre le 17 juin et le 21 juillet, c'est le comportement du dollar US dans ce trading range, avec des réactions haussières significatives dès lors que le marché atteignait la partie basse du range. Hier, il y a eu quelque chose d'assez marqué. J'observais le chandelier journalier du taux obligataire à 10 ans du Trésor américain, de 2,10 à 2,25, de 2,10 à 2,25%, un taux d'intérêt, en l'espace d'une heure, suite aux déclarations de Dennis Lockhart. Autant vous dire que ce que fait la Fed et les statistiques du marché du travail, c'est le point chaud, c'est le sujet sensible, c'est le rendez-vous fondamental du mois de septembre. Parce que la Grèce, on n'en parle plus, on en reparlera peut-être dans 3 ans, mais ça redevient du bruit. Donc c'est le sujet, on revient aux fondamentaux. Finalement, regardez les gérants actuellement, de quoi parlent-ils? De la Fed et des trimestriels des entreprises européennes. C'est finalement tout ce qui les intéresse. Et la Grèce est redevenue un pays avec de beaux paysages, un lieu de vacances, mais en tout cas, ce n'est plus un thème d'inquiétude pour les marchés financiers. Donc, ce qui compte, ce sont les statistiques américaines. L'analyse technique enseigne qu'après une jambe de hausse, faire une phase de transition latérale, c'est généralement une pause avant de voir le marché reprogresser. Je n'anticiperai pas la sortie du range, mais il est certain que cette semaine, avec à la fois l'enquête ADP de l'emploi, 17% des entreprises américaines, et le rapport NFP établi par l'équivalent du ministère du Travail, vendredi, on aura là les statistiques du marché du travail en juillet. Voilà donc ce que je pouvais vous dire, c'est ce que j'estime être la trame de fond. Je vais revenir sur le CAC 40, rassurez-vous, mais avant tout, laissez-moi vous proposer un tour d'horizon des paires majeures en dollars. L'euro-dollar a engagé une cible à 1,0820 $. C'est le pivot technique horizontal depuis la mi-mai, 1,0820 $. Ligne de coup d'un double top potentiel. Le cours est resté bien en position sous un certain nombre d'obliques de résistance. 1,0820, 1,0820, on avait fait un double bottom mi-juillet. Durant la session asiatique, alors durant la session US, on a cassé les 1,0930. Durant la session asiatique, on a cassé les 1,0890. Le marché de l'euro-dollar fait maintenant un range, mais dans une tendance baissière. Mon sentiment est que le taux de change euro-dollar, avec une enquête ADP solide, pourrait cet après-midi donc se replier en direction des 1,0820 $. Première résistance véritablement sérieuse, 1,0893 $. Alors, les autres paires majeures, le GBP-USD, vous avez un article qui vient d'arriver sur notre site, c'est un range. Alors, le GBP-USD, c'est un cas particulier à court terme. Pourquoi? Voici donc l'article qui est disponible sur notre site. Un range qui s'établit donc entre 1,5486 et 1,5622. Si ça vous intéresse, cet article du GBP-USD qui poursuit sa tendance latérale, je vous donne le lien. L'idée c'est quoi? C'est que ce sont les deux monnaies fortes du FX qui se confrontent. Les deux seules banques centrales occidentales pour lesquelles le marché envisage, au tournant des années 2015 et 2016, une normalisation du cycle des taux d'intérêt. Parce que avoir des taux d'intérêt à zéro, c'est pas une situation normale.
Et ça n'a qu'un temps. Donc, le GBP USD reste dans un range, et un beau range, avec des bandes... Alors, beau range façon de parler. Limpide en tout cas, aisément identifiable sur le plan de l'analyse technique. C'est souvent ce qui se passe. Je vais vous donner deux exemples. Lorsque vous confrontez deux devises de financement, l'euro et le yen, lorsque vous confrontez deux devises fortes, le GBP et l'USD, étant donné que vous avez des monnaies qui appartiennent à la même catégorie, lorsque vous les rassemblez au sein d'un taux de change, généralement cela peut donner un range, parce qu'elles partagent le même statut. Le GBP-USD est donc un range, l'euro-yen était un range, mais l'euro est vendu depuis la nuit dernière, l'euro-yen a cassé un support. Alors, ce qui montre à quel point actuellement sur le FX, c'est l'euro qui est sous pression. Bon, le yen, lui, se déprécie de manière générale, mais le fait de voir l'euro-yen casser un support n'est pas un frein à la hausse de l'USD-yen. Pourquoi? Parce que l'euro-dollar baisse, justement. C'est un peu comme ça que les choses s'articulent. Donc, en tout cas, le câble, c'est un trading range, et ce trading range va durer en attendant demain la décision monétaire de la Banque d'Angleterre. Donc, 1,5530, 1,5675, pas grand chose à faire, si ce n'est qu'en données H4, on a une structure en avalement haussier intéressante, et je pense que le GBP-USD pourrait rebondir en direction des 1,5634, mais au moment où je vous parle, il n'y a pas réellement de money management applicable. L'USD-Yen, c'est majeur, troisième test des 124,50, cela peut être le bon test. En tout cas, deux scénarios sont ouverts, ils sont décrits dans un article sur notre site. Le rejet, un troisième rejet ou le breakout. Breakout, c'est-à-dire la cassure d'un niveau technique. À chaque fois que le taux USD-Yen a testé les 124,50, lorsque vous étudiez les chandeliers japonais en données horaires, le marché propose quelque chose d'assez récurrent, une étoile du soir, ici, une étoile filante, pardon, shooting star. Sauf que cette fois-ci, il n'y a pas de rejet, mais une phase de transition latérale, une légère compression positive sous le niveau. Ce qui signifie que le taux de change donne le sentiment d'être dans une phase d'accumulation avant de tenter un débordement de la résistance. Les relations intermarchés invitent à défendre la cassure de la résistance, notamment lorsqu'on observe la dynamique sur les actions de la zone euro. Je dirais qu'on peut croire à un breakout haussier sur l'USD-Yen tant qu'il se maintient au-dessus des 124,25. Si jamais le taux USD-Yen rebascule sous les 124,25, cette fois-ci ce serait davantage le scénario d'un troisième rejet qui prendrait le dessus. Donc, il ne faut pas anticiper la cassure d'un niveau, mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit par exemple, il y a plein d'expressions possibles, mais moi j'observe quand même une différence très nette avec le rejet du 21 juillet et le rejet du 30 juillet, où on avait fait une mèche haute et une chute libre. Là on a fait une mèche haute et bien un flat. Et pourquoi? Parce que M. Lockhart soutient le dollar US depuis hier, et maintenant les investisseurs n'ont Dieu que pour le marché du travail américain. Les 48 prochaines heures, c'est la seule chose qui compte pour les fondamentaux du marché, c'est le marché du travail des États-Unis. L'enquête ADP à 14h15 et le rapport NFP vendredi à 14h30. C'est pour ça que je vous retrouve tout à l'heure d'ailleurs, ici même à 14h30. Donc, pour finalement utiliser un terme sportif, cette fois-ci, je pense que le taux USD-Yen peut être dans les starting blocks, en tout cas au-dessus des 124,26. Il y a la possibilité d'envisager une cassure haussière, mais que je n'anticiperai pas. Le GBP-USD le range, l'euro-dollar, la perspective baissière en direction des 1,0820 $, l'USD-Yen qui teste un seuil décisif, la UD-USD qui a rejeté durant la session asiatique sous une oblique de tendance baissière, le NZD-USD qui souffre des statistiques du marché du travail en Nouvelle-Zélande. Alors, une sorte de rapport NFP néo-zélandais. Il a été publié la nuit dernière, le rapport sur le marché du travail en Nouvelle-Zélande. Mais ce qui a mis sous pression le dollar néo-zélandais, c'est le dernier rapport sur l'évolution du prix du lait. Alors, bon, ça peut vous faire sourire, mais les monnaies des grands pays exportateurs de matières premières sont influencées par le prix à l'export des matières premières. Donc, on a ces deux éléments fondamentaux qui
ont fait baisser le NZD-USD. Je ne sais pas si hier vous avez lu sur notre site l'article sur le Speculative Sentiment Index. Moi je vais aller lire l'article sur le Speculative Sentiment Index de FXM. Donc là on rentre dans la dimension sentiment du marché. 65% des traders sont à l'achat, en dépit donc d'une tendance toujours fermement baissière. Du point de vue de l'analyse contrarienne, c'est ce qu'on vous a rappelé hier dans un webinaire qui est revisualisable sur notre chaîne YouTube. Eh bien, cela conforte la tendance baissière de ce marché. Le risque aujourd'hui pour le NZD-USD, même si à court terme il est désormais dans une phase, je dirais, davantage neutre, et j'établirai un range entre 0,65 et 0,6770 maintenant. Je pense qu'on est passé d'une phase baissière à une phase de transition latérale. Mais cette phase de transition latérale, le risque, c'est toujours d'en sortir par le bas. Alors écoutez, voilà moi ce que je pouvais vous proposer pour les paires majeures. Il y a quelque chose que vous pouvez rapprocher de l'évolution du taux euro-dollar. C'est l'évolution du spread de taux obligataire entre le taux souverain à 10 ans de l'Allemagne et le taux souverain à 10 ans des États-Unis. Le taux souverain à 10 ans des États-Unis monte et ne cesse de monter depuis un mois. Il atteint 2,25%. Le taux à 10 ans de l'Allemagne, qui fait référence pour les pays cœurs de la zone euro, bascule sous les 0,70%. L'écartement du spread de taux obligataire entre l'Allemagne et les États-Unis, c'est la dynamique du taux euro-dollar. Et ce sont les projections d'évolution du taux d'intérêt principal des deux banques centrales concernées, la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne. L'analyse technique du prix du Bund est haussière, ce qui permet là aussi d'envisager la poursuite de la baisse du taux obligataire de l'Allemagne. La Banque centrale européenne, elle a rappelé lundi qu'elle avait acheté la semaine dernière 13 milliards d'euros de titres souverains, dont au moins 3 à 4 milliards via la Bundesbank pour le Bund. Donc il est toujours aisé, je dirais, de défendre l'appréciation du Bund dès lors que la Banque centrale l'achète. Il y a un premier support sur lequel le marché est actuellement. Je pense que le Bund peut reprendre sa marche en avant et progresser tout au long du mois d'août en direction du niveau de prix des 156. Le niveau de prix des 156, correspond à un repère historique, puisqu'il s'agit du niveau de prix du jour où la Banque centrale européenne a engagé effectivement son quantitative easing. C'était le 9 mars dernier. Donc, le Bund, c'est bullish. Le prix du T-Note, c'est bearish. La conséquence, c'est la tendance baissière du taux euro-dollar. Alors les marchés actions de la zone euro, c'est pas bien compliqué, c'est haussier. Pas de pression vendeuse, une pression, même pas de pression, en fait une tendance haussière bien construite dans un canal à faible pente. Mais ce type de canaux sont faits pour durer parce que justement ils ne sont pas excessifs. Les mouvements excessifs sont souvent violemment corrigés. On avait une hausse excessive mi-juillet, elle a été corrigée violemment fin juillet. Mais là on a une hausse très lente. Et ce type de mouvements très lents, ils peuvent durer très très longtemps parce qu'ils mettent en équilibre le prix et le temps. La Bourse de Paris s'apprête aujourd'hui à enregistrer sa 6e séance consécutive de hausse. On a un canal de progression haussière. Alors on est dans le haut de canal, donc on ne s'amuse pas à acheter un haut de canal. Hier on était dans le bas de canal, clairement. Mais l'idée toujours cette semaine, c'est de voir le CAC 40 rejoindre la résistance à 5185 points. C'est une cible, la cible principale du canal. Alors le DAX est impressionnant aujourd'hui. Le DAX est impressionnant. Il a donné un signal d'achat ce matin à précisément 8 heures en cassant la résistance des 11 471 points. Donc lorsqu'on casse une résistance dans une tendance haussière, c'est un signal d'achat. Le fait d'avoir vu le DAX casser les 11 471 points engage la cible des 11 625 points, ce niveau horizontal. Là, on fait une toute petite phase de temporisation à court terme, mais je pense que l'on peut attraper voilà, cette ligne de tendance. On a maintenant un beau canal haussier sur le DAX, cette fois-ci à forte pente. Et la partie haute, elle passe à 11 620 environ. Et en réalité, le DAX, hier, il était au contact de cette oblique. On a comprimé, puis on a fini par casser la résistance ce matin. Et donc, ce qui libère forcément
un courant acheteur alimenté par probablement des achats, mais aussi des stops qui devaient être positionnés au-dessus de la résistance. Bon, voilà. Alors par contre, l'achat c'était ce matin à l'ouverture de la session européenne. Le CAC est dans un haut de canal, maintenant on peut temporiser. Et maintenant stand-by, en attendant bien sûr la publication de l'enquête ADP aux États-Unis. Donc le Bund est haussier, les actions européennes sont haussières, le dollar américain est haussier, l'euro est baissier face au GBP aussi. L'euro GBP a cassé un support ce matin. L'euro GBP, nous vous en proposons un suivi technique très précis depuis la semaine dernière. Ligne de tendance baissière, rappelez-vous la structure en épaule, tête-épaule intraday, cache sur la ligne de coup, le pullback. Vous avez ici tous les objectifs théoriques de l'épaule tête-épaule. Le marché est actuellement en train de tester un de ces objectifs, les 0,6965. Mais d'ici demain, avec la Banque d'Angleterre, l'euro GBP pourrait tomber en direction des 0,6930. L'once d'or est en risque cette semaine, en risque technique et fondamental. Bon, les fondamentaux, on vous les a déjà décrits. Moi, je vous rappelle brièvement l'analyse technique actuellement de l'once d'or. Une phase de baisse impulsive et depuis un range depuis le 20 juillet. Plus ce range dure, plus la baisse sera brutale lorsque le marché en sortira par le bas. L'once d'or est en position d'attente, tout comme le dollar américain dans un range. Ces deux ranges sont importants parce que leur résolution, leur sens de sortie dépendra de la capacité de l'économie américaine à créer beaucoup d'emplois. Et on aura un début de réponse cet après-midi. Pour l'instant, on est en plein milieu du range sur l'once d'or, un triangle symétrique, et le marché évolue en plein milieu. Bon, le pétrole poursuit sa phase de baisse progressive. Hier, il a cassé un support. Là, il fait une toute petite reprise technique, une espèce de stabilisation, mais bon, vous connaissez le principe. L'objectif sur le pétrole reste de retomber en direction des 44 et des 43,60. On a une ligne de tendance ici. Les cours sont en train de dériver à plat en direction de cette ligne de tendance. Je peux ici repositionner la première résistance. On peut sur le pétrole considérer que la première résistance à 46,66 peut être utilisée là aussi donc pour une stratégie de vente. Idem pour le pétrole de la mer du Nord, le UK Oil, qui reste positionné sous cette oblique. Voilà, l'idée sur le UK Oil, c'est toujours de revenir chercher ici le niveau des 47,64. Le cours du cuivre temporise, fait une phase de transition latérale, mais ce marché subit aussi la hausse du dollar américain et le ralentissement du niveau de la croissance économique en Chine plus marqué que prévu, en tout cas selon les indicateurs avancés. Bon, après, admettons que ça comprime, on est sur les plus bas annuels, mais voilà, on est toujours dans une tendance qui est baissière sur ce marché. Alors, la livre sterling, j'aurai l'occasion d'en reparler à plusieurs reprises d'ici demain. Elle est forte, elle est soutenue en amont de la décision monétaire de la Banque centrale. Il y a un certain nombre de paires en livre sterling qui sont susceptibles de vous intéresser, le GBP-AUD, le GBP-CAD. Posez-moi des questions si vous en avez. Moi maintenant justement je vais me diriger vers les questions que vous avez laissées dans la section commentaires. USD-CAD, ok, en effet je n'ai pas parlé de USD-CAD donc j'en parle immédiatement. Alors l'USD-CAD, laissez-moi d'abord vous montrer un graphique en données journalières. L'USD-CAD, belle tendance haussière, on a réagi le 29 juillet dernier dans un bas de canal, enfin on avait la partie, cette ligne de tendance, 2 points elle existe, là c'était le test. On a cassé les 1,3060, maintenant ça progresse, bon maintenant on est loin des premiers supports, mais l'idée c'est de se positionner sur pullback. Alors on a, je dirais, ce niveau-là, sur lequel le marché a réalisé un pullback hier, le niveau des 1,31. Attention à court terme, on a un début de div. Le marché peut temporiser, mais regardez, le début de div ne fait que ralentir la hausse. Donc moi, ce que je retiens pour l'instant du taux USD-CAD, c'est qu'il a réagi sur son premier support qui était ce niveau horizontal à 1,31, qu'il reprend sa marche en avant. Maintenant, on est assez loin de cette toute première ligne de tendance. J'aurais tendance à croire qu'on peut dériver à plat jusqu'à la ligne de tendance. Je pense toujours qu'on peut aller plus haut.
À très court terme, regardez à quel point le marché est fort. On tient le micro premier support, ce précédent top ici, donc le niveau des 1,3176. Bon, alors est-ce qu'on peut utiliser un 31,76 pour passer long? Étant donné qu'on a un début de div ici, moi je serais davantage méfiant, beaucoup plus que lorsqu'on fait un vrai pullback sur ce type de niveau et lorsqu'il n'y a pas de div. Mais la div ne peut avoir un effet que de créer un range avant que le marché reparte sa marche en avant. En tout cas pour le moment, premier support, 1,3176. Mais c'est un support intermédiaire, donc forcément on ajuste en conséquence la taille de ces trades si vous souhaitez l'exploiter. Alors, donc l'USD4, j'ai répondu. Comment se fait-il que les actions de la zone euro et les actions américaines ne suivent pas la même dynamique? Bah écoutez, elles rattrapent leur retard pour tout un tas de raisons. Si vous regardez les fondamentaux des entreprises, le bénéfice par action des entreprises US au second trimestre a une croissance négative. Celui de l'Europe, plus 17%. Voilà. Deuxième élément de réponse, la monnaie. Le dollar US fort met la pression sur les bénéfices de certaines entreprises américaines. L'euro faible soutient celle de la zone euro. Puis c'est une question de valorisation boursière. Les entreprises américaines, depuis le mois de décembre dernier, font consensus pour être correctement valorisées. C'est-à-dire que leur prix représente un ratio jugé comme suffisant des bénéfices anticipés. Et c'est pourquoi le SP500, le Dow, s'établissent dans des ranges depuis le mois de février dernier. Voilà. Alors, l'AUD NZD, c'est parti. Alors, l'AUD NZD. Je vais positionner le watermark à une position différente pour vous répondre proprement. Je vais reprendre un graphique de long terme. On va commencer par le daily pour vous répondre de manière optimale. Ici donc, on a eu un beau pullback sur ce niveau horizontal. Ici, c'était à la base la ligne de coup du triple top. Le marché a repris sa marche en avant. C'est potentiellement très fort. J'ai même le sentiment sur l'AUD NZD qu'on serait face à cette structure là. Alors j'anticiperai pas la cassure, mais une jambe de hausse impulsive, et pour l'instant c'est un canal, mais ça pourrait s'apparenter à une espèce de vaste drapeau avant d'en sortir par le haut. Alors au moment où je vous parle, on voit que le marché revient en contact de la partie haute de ce canal. Voilà, vous le retrouvez ici, donc là on est sous une résistance. Donc on ne peut pas acheter sous résistance. Je ne sais pas ce que peut faire ce marché, peut-être poursuivre ces oscillations. Ce qui est certain, c'est que si on sort par le haut de ce canal, c'est explosif. Et ça peut monter très très haut. Mais là on est vraiment sous résistance. Mais l'idée après, ce serait d'aller chercher les 1,15. Donc vu la construction technique, j'aurais tendance à m'y intéresser sur support. Là par contre on est sous résistance, suracheté, donc, mais potentiellement là aussi dans des starting blocks, avant d'avoir donc davantage de hausse ici sur l'AUD USD. Alors l'euro AUD, oui, bah écoutez, l'euro est sous pression. Moi sur l'euro AUD, je retrouve ce canal de progression, un canal chartiste. Le marché avait réalisé une structure en épaule-tête-épaule dans le haut de canal. La target c'était de revenir dans le bas de canal. Le marché revient d'ailleurs à proximité du bas de canal. Il n'y est pas encore. Durant la session asiatique, cassure du support à 1,4964. Donc ici c'était un signal de vente. La ligne de tendance elle passe encore plus bas. Bon, je pense que l'euro AUD devrait... Bon là on est proche de ce support, mais on ne fait pas encore de creux, ça reste baissier. On peut probablement aller encore chercher un peu plus bas. Le risque pour l'euro AUD, ce serait de sortir par le bas de ce canal. Et à ce moment-là, je pense que l'euro AUD va retomber vers les 1,4643, ce niveau horizontal. Après, si on en sort par le bas, retomber vers les 1,44. Mais en tout cas, voilà. Là, on approche de ce support-là. Donc, le signal de vente, il a été donné ici. Il y avait la cassure. Bon, c'était à 3 h du matin. Ah, je dois l'admettre, c'était à 3 h du matin. Cassure. Et puis, donc, bah, on tombe vers le bas de canal. Là, on est en phase d'approche. Alors, une question sur l'euro GBP.
Alors l'euro GBP est sur une première cible. Je vais d'ailleurs réajuster tout ça. Ces 7 cibles-là, hein, ce sont ses objectifs théoriques. L'idée c'est quoi? C'est qu'on peut éventuellement envisager à court terme un rebond technique. Pourquoi pas vers la première résistance ici à 0,70. Et je pense qu'après on aurait une opportunité d'attraper justement cette première résistance pour viser la partie basse de cette figure. Alors on a une très belle réaction du GBP AUD dans son bas de canal. Celle-là elle est vraiment intéressante. Regardez, superbe canal haussier de long terme sur le GBP AUD. Regardez, hein. Et on a réagi pile poil à 2,10 dans le bas de canal. C'était excellent. Voilà. Beau canal haussier. Donc là le GBP AUD reprend sa marche en avant. Regardez ici le bas de canal. Bon, forcément maintenant le GBP AUD pour ce qui est des niveaux horizontaux, c'est celui-ci qu'il faut surveiller. La tendance haussière reprendrait si vraiment on casse les 2,1235. Bon là on est au milieu de nulle part, hein, puisque bah, voilà, le bas de canal c'était vraiment le niveau de chartiste, hein. 1 point, 2 points, et ça donnait le troisième. Alors forcément c'est toujours facile de dire ça après coup, surtout quand voilà, la réaction elle a eu lieu hier. Allez, en toute honnêteté, elle a eu lieu hier, la réaction positive vers 18 h. Potentiellement il y avait le moyen d'être devant, puisque c'est la fin de la session européenne. Voilà, bah écoutez, j'ai répondu à toutes vos questions. Suivez de près le rythme de marché, soignez le timing, achetez sur support, vendez sous résistance. Moi je vous retrouve à 14h15 ici même pour suivre en direct les résultats de l'enquête ADP aux États-Unis. Merci à toutes et à tous, bon appétit. Prochaine émission à 13h, le 13h des day traders. Et moi je vous dis donc tout à l'heure 14h15.